essentiel. Merci beaucoup, messieurs, pour ces prises de parole. Nous allons donc passer aux orateurs de groupe, donc pour 2 minutes. Et nous commençons donc par Alexandre Dufossé pour le groupe Rassemblement national. Merci Monsieur le Président, messieurs les représentants syndicaux. J'aimerais tout d'abord souligner le rôle majeur que les civils de la défense jouent dans le bon fonctionnement de nos armées. Vous représentez en effet près d'un tiers des effectifs du ministère avec plus de 62 000 agents. Mais au-delà des chiffres, vous incarnez la diversité des carrières offertes par l'institution militaire. La variété de vos profils et de vos missions en témoigne. Ouvriers d'État, titulaires des catégories A, B et C, contractuels dans les secteurs du cyber, des ressources humaines, de la restauration ou de l'ingénierie, etc. Chacun de ces postes est précieux pour nos armées. Les personnels civils de la défense se trouvent au croisement de l'institution militaire et du statut civil. Toutefois, ils ne sont pas, et ne doivent pas être, étrangers à la militarité que fondent l'identité et le fonctionnement du ministère des Armées. Les personnels civils de la défense participent en effet de la culture de la défense et agissent au service des armes de la France. Nous ne pouvons que saluer ceux qui, en remplissant ainsi leur mission du service public, contribuent à la défense de notre souveraineté et à la préservation du savoir-faire national. Sur ce sujet, vous vous êtes inquiété de la tendance qui consiste à externaliser des missions parfois jugées secondaires et qui sont pourtant centrales, telles la logistique, le soutien ou la restauration. L'externalisation, reconnaissons-le, a pu entraîner une plus grande efficacité de certaines missions, comme le rappelait le chef d'état-major devant cette commission la semaine dernière. Il n'en reste pas moins que la délégation de programmes techniques doit faire l'objet d'une évaluation préalable, minutieuse, pour ne pas faire revivre, par exemple, les difficultés rencontrées lors de la maintenance des ATL2 à l'atelier industriel de l'aéronautique de Cuers-Pierrefeu. Et il est impératif de veiller à ce que les prestations privées ne dépassent pas un cadre strict, contrôlé et au coût maîtrisé. Soutenir ceux qui œuvrent au service des armées, c'est aussi défendre leurs conditions de vie. 2 mesures visent à y contribuer. La première est le plan de fidélisation 360, lancé en mars 2024 et reconduit par le PLF 2025. Il prévoit notamment la garantie de prêts immobiliers à taux avantageux, l'octroi de nouvelles primes et une revalorisation salariale ainsi qu'un accompagnement étroit dans la mobilité pour le salarié et sa famille. Je vous remercie. Merci. La parole est à Emmanuel Fernandez. Ah. Il y a la réponse d'abord des syndicats et ensuite il y aura Emmanuel Fernandez. Bien, merci. Bon, je n'ai pas entendu de questions, donc ça ne va pas être simple pour la réponse, mais bon, des commentaires sur l'externalisation des missions. Ben, écoutez, je suis tout à fait en phase avec ce qui a été dit et sur le contrôle, les coûts maîtrisés et la réflexion absolue qu'il faut y avoir avant d'externaliser la moindre mission, non seulement sur l'aspect efficacité industrielle ou efficacité de soutien, que ce soit d'ailleurs le soutien directement aux forces ou de soutien secondaire, et sur l'aspect social et sur le maintien de l'emploi et des conditions de travail de qualité au sein du ministère. Sur les conditions de vie, vous avez évoqué le plan fidélisation 360. Nous sommes exprimés dans notre déclaration liminaire sur le sujet, donc je n'ai pas autre chose à rajouter. Je vous remercie. Vous avez évoqué, monsieur le député, le soutien. Je vais rebondir sur ce sujet. Ne jamais, enfin en tout cas pour notre organisation syndicale, oublier la racine du mal de ce sujet, qui est la création en 2008 de la RGPP et des bases de défense, qui amène aujourd'hui, certes, on entend une LPM dite de réparation, mais dont aujourd'hui les agents du soutien, si je fais un focus sur le service commissaire des armées, mais pas seulement, on peut parler du SID, on peut parler de la DIRISI, etc., font qu'aujourd'hui, ce ministère essaye de trouver des solutions à pallier au fonctionnement de ce même de soutien sans y avoir les moyens en effectif, sans que les forces armées soient en capacité de donner les effectifs en hommes, y compris des personnels militaires dans ces périodes de soutien dont ils sont censés donner des ressources RH. Et aujourd'hui, entre la création de 2008 et aujourd'hui, en 2024, ces services de soutien ne font aujourd'hui que de se réorganiser tout en déflatant les effectifs, et ces personnels de soutien sont en grande souffrance. Donc si cette LPM dite de réparation, mais aujourd'hui on ne voit pas ces effets concrets concernant le soutien, n'est pas en capacité de répondre rapidement à cette problématique du service commissaire des armées, de la DIRISI, du SID, et j'en oublie, nous craignons que la voie de l'externalisation sera une voie
dont éventuellement ce ministère pourra aller et d'où notre organisation syndicale combattra. Quelques mots, monsieur le député, par rapport à vos propos. Alors, avec un peu d'humour, je dirais, puisque nous l'avons déjà écrit, vous évoquez les propos du ministre sur la fidélisation 360. Nous l'avons, nous, appelé fidélisation 270, parce qu'elle invisibilise les 25% de personnel civil. Donc, le cercle n'a pas été totalement fermé. Nous l'avons dit au ministre des Armées également. Vous évoquez également la situation, notamment dans le maintien en conditions opérationnelles, en citant l'exemple particulier de l'Atlantique 2 en ce qui concerne la yacht Cuers. Il faut prendre un peu également le mal à la racine. Aujourd'hui, nous ne souhaitons pas entendre les défaillances, notamment du système de MCO étatique, dès lors qu'il faut mesurer aussi que c'est l'industriel qui a à sa main les pièces de rechange. Donc dès qu'un industriel ne livre pas les pièces de rechange, il est facile pour l'industriel étatique de prendre du retard, puisque nous ne sommes pas le fabricant des pièces de rechange. Donc ceci explique cela. Il faut aussi remettre la situation dans son contexte. Et malgré cela, la direction du SIA a mis un plan efficace qui aujourd'hui a fait retrouver au MCO de ces appareils une normalité visible. Et puis, vous évoquez les métiers, notamment dans le soutien. Évidemment, ce sont des métiers qui sont très importants aussi, mais permettez-moi de rappeler également qu'il n'y a pas que des métiers dans le soutien. Il y a aussi aujourd'hui des métiers dont les compétences sont rares et qui sont largement comparables à celles qui peuvent exister par ailleurs dans l'industrie. On évoquait dans nos déclarations liminaires, évidemment, ceux qui concourent au maintien en conditions opérationnelles, mais nous avons également des experts en numérique, des experts en cyber, des experts nucléaires. Nous avons des agents qui font des essais majeurs sur les matériels avant qu'ils partent en opération. Donc tout ça, ça concourt aussi à l'excellence du ministère. Et pour ces métiers particuliers, ce sont par ailleurs des personnels civils qui les exécutent et qui assurent dans le temps la continuité de l'efficience, de l'efficacité, de la visibilité et de la permanence de l'efficacité des armées. Merci beaucoup pour ces prises de parole. Il en reste une dernière. Oui, très court. Pour ce qui concerne donc votre intervention sur le soutien et son externalisation à Défense CGC et CFTC Défense, on est, très réservé sur l'externalisation du soutien sous toutes ses formes. On connaît certains pays alliés qui ont externalisé énormément de choses lors de guerres relativement récentes au Moyen-Orient, un pays qui est de l'autre côté de l'Atlantique, et c'est absolument pas un gage d'économie, bien au contraire. Mais comme ils ont des moyens infiniment supérieurs à ceux de la France, ils peuvent se permettre de dépenser X centaines de milliards de dollars. Nous n'en avons pas les moyens. Ça, c'est le premier point. Donc, l'externalisation n'est pas toujours un gage de maîtrise des coûts. Et le deuxième, l'internalisation du soutien a, notamment en matière de maintien en conditions opérationnelles, un gros avantage en matière de réactivité et de souplesse d'intervention, ce qui n'est pas forcément le cas des industriels. Merci beaucoup à tous pour vos prises de parole. La parole